Bienvenue sur le plateau du Nadia Lazouni Show. Nous espérons que vous avez aimé notre première émission sur la kardashianisation du monde. En tout cas, avec l'équipe, nous avons eu beaucoup de plaisir à vous la présenter et nous vous remercions pour vos nombreux retours très enrichissants. Il ne nous aura pas fallu longtemps pour trouver le thème de cette deuxième émission. Vous avez déjà probablement entendu un ami dire « J'ai une idée de projet associatif, par où commencer, comment mobiliser, où trouver les fonds ?» Il faut reconnaître que notre action associative est dynamique, bien qu'il soit difficile de présenter des chiffres officiels. Cependant, l'importance des événements associatifs, l'importance aussi de la création de pages Facebook par des associations, des maraudes, mais également des campagnes de fundraising sont des indicateurs de ce dynamisme. Mais lorsque les premiers obstacles à la faisabilité du projet sont franchis, la problématique de la pérennité et de l'innovation surgissent là où, aux États-Unis par exemple, le tissu associatif est diversifié et structuré. On est immédiatement tenté de penser que la question financière explique ce contraste entre la France et les États-Unis, en partie sûrement. Mais il semblerait que la clé du succès réside davantage dans l'implication, la responsabilisation, l'autonomisation, le développement du pouvoir d'agir des individus et groupes contenus dans le concept d'empowerment. Après avoir passé ce concept au peigne fin, nous nous sommes demandé avec l'équipe si la pratique de l'empowerment en France allait enfin basculer notre manière d'agir sur le plan collectif. Et pour mener cette réflexion, je suis heureuse d'accueillir une personnalité qui connaît bien ces questions pour être un militant associatif de longue date. C'est aujourd'hui une figure française et internationale de la lutte pour les droits humains et libertés publiques. Bonjour Yasser Louati, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Ton engagement associatif est riche et comme de nombreux leaders, il a commencé au niveau local. Peux-tu nous en parler et faire un rapide état des lieux de ce que tu as observé sur le terrain ? Ça dépend de ce qu'on veut observer. Donc, en tant que militant, donc, on est toujours dans l'émulation, donc on n'a pas le regard nécessaire pour se dire ce qui va et ce qui ne va pas. Donc, je confirme le fait que la sphère associative est très active, très dynamique, il y a beaucoup d'émulation, beaucoup d'innovation, mais avec le temps, on finit par développer un regard critique en se posant la question si vraiment il y a une maturité intellectuelle et politique de l'action associative ou pas, ou est-ce qu'on est toujours dans cette espèce de dénonciation et on fait les mêmes constats de génération en génération sans passer justement à l'action. Le souci qui se pose, c'est qu'on en est encore à rester sur le même palier. C'est que par exemple, quand j'ai commencé en 1995, je vois des demandes et des questions qui se posent encore aujourd'hui en 2017, 22 ans plus tard. Donc voilà, on est encouragé par le fait que ça bouge, mais en même temps, voilà, après 22 ans, on se dit, est-ce que vraiment on ne manque pas d'une certaine maturité pour pouvoir justement bousculer les lignes ? Bon, après, il se pose la question des acteurs, une fois qu'ils émergent, en fait, se détachent de la base et ensuite adoptent une relation de paternalisme envers la population qu'ils sont censés représenter ou défendre. Et donc, dans ce cas-là, on reproduit les mêmes schémas de ceux qu'on dénonce, qui sont soit au sein de l'État, soit au sein des différentes administrations locales. D'accord. Et donc justement, on parlait un peu de la France et les États-Unis. Là-bas, le concept d'empowerment est quelque chose qui est maîtrisé, qui est même acquis. Ici, il est apparu assez tardivement. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur le concept de l'empowerment ? D'abord, il faut distinguer deux choses. C'est qu'aux États-Unis, la relation à l'État n'est pas la même. Il y a toujours une tradition, une relation de défiance vis-à-vis de l'État. C'est pour ça que vous avez l'État fédéral et l'État local. Donc il y a toujours une méfiance vis-à-vis de la centralisation. En France, c'est tout le contraire. On a une tradition d'État-providence, État centralisé, très parisien, très conservateur. Donc forcément, qu'on le veuille ou pas, on finit par reproduire les mêmes schémas d'action et même les mêmes types de relations. Quand on parle d'empowerment, ça remonte aux années 70 aux États-Unis, donc ça concernait au lendemain du mouvement des droits civiques, que ce soit la défense, ou plutôt l'émancipation des femmes et les mouvements féministes. Le but, c'était en fait de mettre en capacité certaines populations marginalisées, les mettre en capacité d'agir par elles-mêmes, c'est-à-dire de développer une certaine autonomie. Mais les associations n'ont pas une relation de mise en capacité pour que les personnes acquièrent une certaine autonomie. C'est plus en fait, après l'État qui était, après l'État centralisé, l'État-providence envers qui on délègue nos problèmes pour qu'ils viennent les résoudre, les associations se sont substituées à l'État pour dire voilà, restez où vous êtes, on fera le travail à votre place.
L'empowerment, c'est justement tout le contraire. C'est que l'association accepte dans sa stratégie à terme de disparaître. Ça veut dire que les populations qui sont marginalisées, par elles-mêmes, développent des initiatives, une conscience autonome et indépendante et la capacité d'agir par elles-mêmes. Je ne suis pas sûr qu'en France, c'est vraiment le cas. Oui, effectivement. J'ai aussi une petite expérience au sein du milieu associatif et j'ai entendu un peu parler de l'empowerment. En tout cas, on nous invitait à aller à prendre cette voie. Mais j'ai surtout le sentiment que c'est un concept galvaudé, pour ne pas dire marketing. Est-ce qu'il est possible de mesurer le niveau d'empowerment chez les individus et les groupes? Est-ce qu'il y a des indicateurs? Alors, si on veut le mesurer, il faut d'abord distinguer l'empowerment en entreprise. Dans ce cas-là, il y a vraiment des benchmarks, des indicateurs clés qu'on mesure. Mais pour la sphère associative, posons des questions, et même des questions qui fâchent. Combien d'initiatives autonomes ont été lancées en dehors des associations? Combien de formations sont accordées aux populations dites marginalisées pour que justement elles s'émancipent? Est-ce que l'action associative est centralisée ou décentralisée? Est-ce qu'on a vu les personnes qui sont ciblées, par exemple pour le cas d'islamophobie? Tout le monde s'accorde à dire que les femmes sont les premières victimes, entre 75 et 80% des actes déclarés. Est-ce que vous voyez beaucoup de femmes qui parlent par elles-mêmes? Je ne parle même pas de la presse qui invite des femmes voilées ou non. Je parle des associations qui mettent en avant des femmes pour qu'elles parlent par elles-mêmes. Ça, on ne le voit pas. Donc, on voit bien en fait qu'on reproduit les mêmes mécanismes de l'État au sein de la sphère associative. Donc, c'est vrai, quand on dit empowerment, oui, c'est super, mais non, dire concrètement parlant, on est vraiment dans une relation qui est paternaliste de la part de différentes associations, de représentants associatifs, de responsables communautaires, qui justement ne sont pas là pour déléguer, décentraliser et multiplier les initiatives. Moi, je suis encore dans l'attente de voir des initiatives se lancer tout en restant coordonnées à l'échelle nationale. Il y a un exemple qui fait souvent référence, c'est ce qu'on appelle la Fédération des Iroquois. Aux États-Unis, c'était une fédération de 6 tribus Iroquois qui travaillaient de manière autonome, mais parfaitement coordonnée. Donc, quand une tribu se faisait attaquer, les 5 autres étaient là pour pallier au manque qui se manifestait avec cette attaque. Aujourd'hui, on a tellement restreint le nombre d'acteurs justement par cette ambition hégémonique, cette ambition de domination totale sur la cause. Malheureusement, si demain on fait tomber une association ou un responsable, malheureusement c'est tout le monde qui trinque. Et justement, là, on doit avoir une certaine maturité, c'est justement de multiplier les acteurs pour que si demain, et ça j'en faisais une chronique il n'y a pas si longtemps, si demain on se met à adopter un modèle répressif, on va dire brutal, il y en a un qui tombe, ils sont 15 derrière. Donc dans ce cas-là, la cause continue à être servie. Et pour terminer, je reprends ce qu'on apprend souvent dans les écoles de commerce, et je suis passé par là dans mon parcours presque d'antan, on va dire. Un responsable ou un manager, sa première tâche, de préparer sa relève. Combien d'associations ou de responsables associatifs ont pour souci de préparer leur relève? Comment est-ce que ça se fait qu'on a les mêmes représentants depuis 15-20 ans? C'est toujours les mêmes. C'est bien beau de dire qu'il n'y a pas de renouvellement au sein de l'État, mais si au sein même des organisations, il n'y a pas de renouvellement. Donc dans ce cas-là, on est vraiment dans l'anti-empowerment. Justement, la question du pouvoir est au cœur de l'empowerment. C'est peut-être pour ça que certaines personnalités sont réticentes à déléguer cette partie de pouvoir. En tout cas, cette notion de pouvoir, ce concept de pouvoir revient beaucoup dans les speeches d'un leader que tu admires. Est-ce que les discours de Malcolm X dirigent aujourd'hui comme hier vers la réappropriation du pouvoir? Est-ce que Malcolm X influence-t-il toujours autant nos mobilisations? Si on veut lire, là c'est la référence suprême parce que Malcolm X prônait déjà le fait, si on n'est pas prêt à mourir pour sa liberté, il faut la retirer de son vocabulaire. Et il l'a montré. Il est mort à 39 ans, il a vraiment tout donné pour la cause qu'il défendait. Mais pour revenir aux différents profils qui émergent, tant mieux pour eux, mais de par leur incapacité à travailler en groupe, tant pis pour beaucoup, c'est que, et c'est un regard assez critique et je peux l'admettre, j'en prends la responsabilité, c'est que j'ai l'impression que beaucoup ont raté une carrière en entreprise et se sont rabattus sur l'associatif pour justement nourrir un ego frustré. Et moi j'estime, quand on est militant, il n'y a absolument rien à gagner. Il n'y a que des coups à prendre. Et pourtant, il n'y a pas forcément de reconnaissance pour ce travail-là. Mais encore une fois, c'est parce qu'on le fait en étant convaincu de mener un combat qui soit noble. Donc maintenant, en ce qui concerne l'empowerment et de dire Malcolm X prenait justement l'empowerment, c'est que malheureusement, les personnes de Malcolm X, ils ne retiennent que les discours par tous les moyens nécessaires. Vraiment, est-ce que vraiment tout le monde est prêt à aller jusqu'au bout pour défendre une cause? On voit bien qu'en face, le camp opposé ou ceux qui sont en position de domination se sont complètement radicalisés.
qu'on parle de l'oligarchie, qu'on parle de la relation entre classes, qu'on parle de la relation entre communautés et même sur les questions raciales, on voit bien que que les différentes sociétés se sont fragmentées et que chacun s'est radicalisé et prêt à aller jusqu'au bout pour défendre ses intérêts. En retour, est-ce que ceux qui sont sincères dans la défense d'un programme de justice sociale sont prêts à aller jusqu'au bout? Encore une fois, il faut vraiment se poser la question. Maintenant, si on veut revenir sur la question des différentes associations, des différents représentants, c'est que tant qu'il n'y a pas un travail collectif qui est mis en place, on est véritablement dans des projets on va dire, d'ambition personnelle. Je veux dire, ça, je l'accepte en entreprise, je l'accepte dans le sport, je l'accepte dans le show business, mais pas quand des populations sont en souffrance, que ce soit de la violence de l'État, que ce soit des discriminations, que ce soit de l'exclusion. On ne peut pas avoir un agenda personnel au point que la cause défendue se mette au service de cet agenda personnel. Malcolm X était vraiment l'antithèse de tout ça, puisqu'il est mort pauvre, il est mort jeune, il n'a absolument rien gagné. D'accord, mais est-ce qu'il y a quand même des expériences positives d'empowerment? Est-ce que tu en as observé? Regardez ce que font les femmes. C'est qu'après avoir été mises à l'écart dans différentes associations, elles lancent leur projet par elles-mêmes. Et ça, pourtant, je le salue, que ce soit pour vous dans votre chaîne YouTube, à laquelle je souhaite un grand succès, une longue vie, ou d'autres médias alternatifs qui ont été lancés, d'autres projets, on va dire, plus inclusifs. Ben oui, on veut dire, on prétend les défendre, mais en même temps, on les met à l'écart au sein même des différentes organisations. Donc là, je veux dire, le fait que différentes femmes prennent en main leur propre agenda, pour moi, c'est une bonne chose, que ce soit chez les citoyens de confession musulmane ou chez les autres. Quand on voit les familles de victimes qui elles-mêmes prennent, par exemple, lorsque des violences policières, malheureusement, sont constatées, elles prennent elles-mêmes leur destin en main et imposent la défense de leurs proches qui a été injustement abattu. Il y a beaucoup d'impulsions qui sont lancées, mais encore une fois, là où j'ai oublié de mentionner un point, c'est que quand vous avez par exemple une déconnexion entre les générations de militants, c'est que chacun se présente en disant on va recommencer à zéro, comme si en fait il avait inventé l'eau tiède. Mais il y a eu des combats qui ont été faits avant. Et vous savez qu'on paye une faute collective, c'est qu'on n'a pas transmis notre héritage de lutte pour l'égalité dans les luttes postcoloniales. Les différents mouvements ouvriers des Maghrébins qui ont vu le jour dans les années 60 et 70 et 80, qui étaient vraiment des mouvements solidaires avec des leaders qui étaient vraiment désintéressés, qui sont tombés dans l'oubli. Et c'est quand même une manière assez ingrate de prétendre commencer à zéro, alors qu'eux-mêmes ont une grosse expérience, ils sont encore en vie, et malheureusement, personne ne se tourne vers eux pour justement commencer là où eux se sont arrêtés. À travers ce que tu dis, je suis tentée de penser que c'est peut-être l'embourgeoisement de notre action collective qui a empêché à l'empowerment d'émerger au sein de l'action collective. On revient encore une fois au point de départ, pour qui est-ce qu'on le fait et pourquoi ? C'est toujours la question qui se pose. Donc, on peut poser la question pour les individus, mais aussi pour les organisations. Une organisation, comme un être, lorsqu'il vient au monde, c'est sa préservation déjà à lui ou à elle. Une association veut justement se maintenir en vie. Le problème, c'est qu'une association qui défend la veuve et l'orphelin est censée permettre à la veuve et l'orphelin de se défendre par elle-même, ou par eux-mêmes, pardon. Maintenant, lorsqu'une personne gagne certains privilèges, maintenant, on n'est plus dans la défense de la lutte, mais dans la défense de ces privilèges-là. Et c'est pour ça qu'on a malheureusement beaucoup de personnes qui confondent l'intérêt collectif à l'intérêt personnel. Je veux dire, le camp opposé, c'est très bien. C'est pour ça qu'on a toujours ce qu'on appelle ceux qui mangent à la gamelle. Ils savent très bien, au début, ça milite. Avant, on leur promettait un poste à la MJC. Maintenant, on leur promet un poste au conseil municipal. Du conseil municipal, maintenant, on leur promet une évolution dans certains arcanes du pouvoir. Mais encore une fois, la cause en elle-même, elle n'est plus défendue. Il y a certes, tu parlais des femmes tout à l'heure lorsqu'on évoquait les expériences positives en matière d'empowerment. J'ai entendu parler d'un projet dans une mosquée en Suède qui apprenait l'informatique aux femmes. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que nous avons peut-être trop concentré notre attention sur la dimension légale du combat des femmes voilées en France, mais que nous avons négligé l'aspect économique de l'empowerment. À ton avis, a-t-on suffisamment favorisé l'empowerment de ces femmes voilées discriminées en France ? Attention, une action n'est jamais monofacette, elle est toujours multifacette. Il y a toujours une action légale à mener, une action politique, une action de communication, une action d'acquisition de compétences. Et encore une fois, on revient à mon propos du départ, c'est que combien de formations est-ce qu'on a accordé justement pour, c'est peut-être que c'est un mot tabou pour certains, que les femmes s'émancipent et que se dressent par elles-mêmes pour parler de
en leur propre nom. Or, on ne peut pas en fait dire bougez pas, je vais vous défendre dans les tribunaux, mais vous restez en arrière. Je veux dire, là, il y a une incohérence totale dans cette logique. Maintenant, c'est vrai que l'acquisition de compétences ne peut se faire que par l'éducation populaire. Combien d'associations allouent un budget ou incluent dans leur stratégie l'éducation populaire sans condition de revenus, sans dire ouvert, on met une salle, on met un formateur, qui veut venir vient. Est-ce que vous en voyez beaucoup de ça? Je veux dire, moi, j'ai souvent vu ça aux États-Unis, ils font ça de manière désintéressée. Mais encore une fois, parce qu'il y a une tradition de justement on va dire que les communautés travaillent entre elles, parce que le gouvernement fédéral, il y a toujours une certaine suspicion. Donc, si on n'est pas soudé et structuré entre nous, ben, on va se faire écraser par Washington DC. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours cette espèce de relation, voilà, je t'aime moi non plus, mais reste tranquille, parce que sinon, ça ne va pas aller. Je pose encore la question, combien d'associations ont à leur tête des femmes? Ou membres fondateurs? Ou dans leur bureau? Il y a un silence assourdissant là tout d'un coup. Ouais. Donc dire, je dis pas ça parce que tu es une femme ou parce que voilà ou parce que j'ai ma femme à la maison qui va me dire qu'est-ce que tu racontes, mais c'est parce que je l'ai vraiment observé. Et j'ai occupé des responsabilités pour être porte-parole sur des questions d'islamophobie. Rien ne me mettait aussi mal à l'aise que de parler à la place d'une femme. Mais pourtant je devais le faire. Mais ça me mettait vraiment mal à l'aise. C'est vraiment, j'étais complètement quelque part, parce que moi, c'est assez un imposteur, quoi. Je veux dire, me dire que je suis qui pour parler à sa place. Donc, on fait remonter l'information au terrain, mais moi, j'aurais préféré qu'une femme prenne ma place. Et c'est pour ça que dès que je le peux, vous posez une question qui concerne les femmes, invitez les femmes. Et si vraiment il y avait un certain courage de la part de différentes organisations, ils mettraient en avant les femmes. Or, pour moi, si on est incapable d'accepter la contradiction, ou ne serait-ce que de confronter ces idées à la réalité, ça veut dire, voilà, j'ai une théorie, je la confronte à la réalité, pour moi, c'est un aveu de faiblesse. Si, il y a peut-être une expérience positive d'empowerment qui favorise cette dimension économique, c'est celui lancé par Akhawat Business, qui est une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat féminin sur le marché musulman, et pas que d'ailleurs, elle cherche à former ces femmes et développer leurs compétences, et elle se propose comme une alternative finalement au marché du travail qui leur ferme les portes parce qu'elles portent un voile et qu'elles ne sont pas habillées de façon assez corporate. Donc je tenais quand même à souligner cette expérience, ce projet positif. Mais d'ailleurs, la mise à l'écart des femmes du monde économique ne concerne pas que les musulmans. On voit bien qu'à l'échelle nationale et même internationale, on voit bien que les postes à responsabilité sont très peu occupés par des femmes. L'écrasante majorité est occupée par des hommes. On a dû pas se faire passer des lois sur la parité dans la sphère politique. Donc on voit bien que déjà, à l'échelle nationale, il y a un problème d'exclusion des femmes. Et bien sûr, dans les communautés qui sont elles-mêmes exclues du reste de la communauté nationale, forcément, les femmes de confession musulmane sont doublement, en fait, elles sont ciblées. Elles sont ciblées parce qu'elles sont femmes, plus ciblées parce qu'elles sont musulmanes, voire 3 fois ciblées parce qu'elles sont femmes musulmanes et voilées. Donc dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on en arrive à 1% des femmes voilées qui sont recrutées, ou plutôt qui reçoivent une réponse positive à un CV, par exemple. C'est terrible. Est-ce que toi, tu as vu concrètement sur le terrain des initiatives qui ont favorisé l'empowerment, mais également changer des mentalités vraiment. Par exemple, qui vient en tête, c'est ce que j'ai contribué personnellement, c'est une association qui s'appelle la BPE, Amicale Bienfaisante des Ports de l'Essonne, qui en quelques mois a organisé politiquement les citoyens de confession musulmane pour qu'ils dénoncent le clientélisme de la mairie. Par exemple, on a aussi les cours de formation, aussi bien pour les jeunes que pour les femmes, sans condition de retour. Et ça encore, c'est à saluer, on le voit aussi bien dans les quartiers populaires, on voit différentes personnes qui, ayant réussi en entreprise, font redescendre, ou plutôt font un retour d'expérience sur ce qui a été acquis dans leur domaine de prédilection, dans leur profession, et qui en font profiter. On voit par exemple des femmes qui offrent un soutien psychologique, par exemple aux femmes victimes de violences conjugales. On voit des professeurs qui offrent des cours gratuitement, et tout ça, encore une fois, malheureusement, ce n'est pas assez souligné. Avec l'équipe, on s'est interrogé sur l'apparition finalement tardive de l'empowerment dans notre action collective ici en France. L'obsession du leadership n'explique-t-il pas en partie notre incapacité à favoriser l'empowerment des individus et des groupes? On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on a souvent des égos qui sont
frustrés et qui ont besoin voilà, qu'on les caresse dans le sens du poil, leur dire voilà, c'est bien ce que tu fais, ou de se trouver en position de pouvoir, voilà, dans certains, voilà, je prends l'exemple du Burkini par exemple, et je dis pas ça pour justement qu'on me dise c'est bien ce que tu as fait ou pas, mais j'avais fait le test. Au Burkini, je veux dire, j'étais en vacances en plus, j'étais parti voilà, une semaine, ma femme qui m'a viré de la maison, prends une semaine, coupe le téléphone. Bon. J'ai pris la semaine, mais j'ai pas coupé le téléphone. Donc, éclate l'affaire du Burkini. Et là, bon, tous les médias, bien sûr, pas français, mais étrangers, Monsieur Loati, voulez-vous témoigner? Bon, j'ai fait 3 témoignages principaux. Et qu'est-ce que je peux dire de plus? Et donc, je me suis dit, tiens, et si on mettait en avant les filles? Et elles ont fait un super travail. Elles ont fait un super travail. On se dit, voilà, on a maintenant un front qui était en fait hétérogène, mais qui était parfaitement coordonné. Donc on avait le discours politique d'un côté, le discours féministe de l'autre, le discours citoyen, et chaque personne a apporté sa propre contribution. Ça, on ne le voit pas malheureusement. Mais en général, pour empowermenter, comme on dit, les individus, il faut quand même un leader. On a parlé rapidement du community organizing. Il y a un community organizer qui se positionne un peu comme un leader et qui donne quelque part des instructions, même s'il veut, au bout du compte, autonomiser des individus. Alors, revenons d'abord aux écrits de Saul Alinsky, qui était à Chicago, qui est la référence en la matière. Vous relisez son livre Les règles pour les radicaux, Rules for Radicals, il dit clairement, vous ne pouvez pas parler à la place des autres. Vous ne pouvez pas. Dire, c'est une des conditions. Autre chose, c'est voilà, apprenez à faire de l'autodérision pour que vos erreurs soient des leçons et que vous ne soyez pas à chaque fois blessé dès que quelque chose ne marche pas. Et donc ça, est-ce qu'on le voit? Je vous pose, malheureusement, la réponse, on la connaît tous. Et quand on est en train de dire, oui, mais il faut des leaders, oui, mais un leader ne peut pas s'imposer. Il faut quand même accepter l'autorité qui est légitime. Il n'y a pas pire autorité que celle qui s'impose par la force ou par la censure. Je veux dire, on voit ça encore une fois dans les cours de management de première année MBA. Enfin, on leur apprend qu'il y a différents types d'autorité. La meilleure, c'est celle qui s'acquiert naturellement. Lorsque les gens vous disent, voilà, on veut que tu prennes la parole. Or, si moi je m'impose et je fais table rase de tout ce qu'il y a autour de moi, ce n'est plus du leadership, c'est une dictature. Et comment la personne s'impose naturellement finalement. J'essaie de voir comment ça se concrétise sur le terrain. Il n'y a pas de vote quelque part et on dit tiens, va devant, tu seras notre leader. Comment ça se passe? Je vais vous citer un exemple. Je viens de l'aérien. Bon, j'ai une carrière dans le transport aérien. Il y a un exercice qu'on faisait passer aux personnes. J'étais parti en poste de responsabilité. J'en avais aussi un regard. C'est en cas d'urgence, comment s'organisent les êtres humains. Et on avait un exercice qu'on mettait en place, c'est que pour les membres de ce qu'on appelle le personnel navigant commercial, les stewards et les hôtesses, on les mettait en position de stress vraiment assez aiguë, une pression énorme, et on voyait que automatiquement, naturellement, les rôles commençaient à être distribués et émerger naturellement le leader. C'est pour ça que lorsque vous avez une urgence, automatiquement, que vous voyez bien que les regards se tournent vers la personne qu'on reconnaît en tant que telle. Mais imaginez-vous qu'il y a une urgence et le pire des imposteurs s'impose et vous dit « c'est moi qui vais vous sauver ». Pour empêcher que des vrais leaders émergent, on s'assure que des imposteurs prennent leur place et écrasent toute initiative. Mais merci infiniment Yasser pour tous ces éclairages et ces belles expériences que tu as partagées avec nous. Maintenant, on va recevoir nos chroniqueuses qui nous ont rejoints sur le plateau, Myriam et Maria. Bonjour. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en matière d'innovation sociale, Maria? Eh bien, aujourd'hui, il y a une nouveauté, une initiative qui nous vient de Vienne, en Autriche, où des réfugiés en 2012 ont manifesté, parce qu'ils ont occupé une église du moins, parce qu'ils voulaient le droit de rester sur le territoire autrichien et le droit de travailler. Parce qu'en Autriche, quand on fait une demande de régularisation, notamment une demande d'asile politique, on n'a pas le droit de travailler. Ou si on travaille, on ne doit pas gagner plus de 100 € par mois. Donc ça ne permet pas de vivre. Donc ils ont occupé cette église, et donc c'est une église qui appartient à une ONG catholique, Caritas, qui a décidé de leur venir en aide, et ils ont rénové une ancienne maison de retraite. Et cette maison de retraite est devenue un hôtel chic, et également un peu rétro, et donc c'est l'hôtel Magdas ou Magda, je ne sais pas trop comment on le prononce en fonction du pays. Et dans cet hôtel donc travaillent 20 réfugiés. Excellent. 20 réfugiés de 17 nationalités différentes
Et il y a plus d'une vingtaine de langues qui sont parlées dans cet hôtel. Donc tout est pris en charge par les réfugiés. C'est eux qui s'occupent des chambres, qui accueillent les clients. Ils gèrent complètement cet hôtel. Et cet hôtel, on pense que dans 5 ans, il sera complètement autonome. C'est la seule initiative qu'on a en Europe. J'en ai trouvé aucune autre. Et en plus, tous les réfugiés, pour information, ont été formés par des personnes qui travaillent dans des hôtels de luxe à Vienne. Mais c'est excellent. En fait, finalement, ça fait écho à ce qui a été dit tout à l'heure avec Yasser Louati. On est vraiment dans l'empowerment à travers cette initiative qui a vu le jour en Autriche et on espère que ça verra le jour dans d'autres pays européens. Eh bien, on l'espère aussi. Oui. Merci Maria. Je t'en prie. Myriam, Salut Nadia. on va parler culture, tendance, foodies avec toi. Ouais, on va surtout parler de super-héros. Dis-moi, est-ce que tu as déjà rêvé d'être une super-héroïne? Oui, et je rêve encore d'être Batman. Ah, c'est un super-héros, super-héroïne, bon. Mais ça tombe bien, parce que les héros mythiques de DC Comics vont s'installer à Paris et pour un petit moment au Musée des Arts Ludiques. L'Aube des super-héros, c'est le nom de l'exposition, et elle présentera entre 250 et 300 planches originales, des ébauches pour le cinéma, des costumes, des accessoires, des décors et bien d'autres surprises. Donc c'est l'occasion de réunir la Ligue des Justiciers, Green Arrow, The Flash, Aquaman, Superman, Batman, Wonder Woman et bref tous les autres man. Rêve d'enfants ou de grands enfants, c'est une sortie qu'on peut faire en couple, en famille, seul, entre amis. En tout cas, c'est à noter dans son agenda du 31 mars 2017 au 10 septembre 2017, donc il y a un petit peu de temps, pour les fans, les curieuses ou les curieux. Du reste, toutes les informations sont sur le site du musée www.artludique.com. www.artludique.com. On retient. Est-ce qu'on peut manger après cette exposition? Bah écoute, c'est pas à côté, mais on peut peut-être le rejoindre par la ligne 4. On a tous un plan de métro imprimé dans la tête. On l'a tous. Alors c'est mon coup de cœur que j'ai découvert à l'improviste un dimanche d'hiver. Et oui, c'est le Wok Saint-Germain. Voilà, c'est copieux, goûteux. Je recommande le pad thaï, mais surtout, les nems avec un petit plus pour les nems aux crevettes qui sont quand même délicieuses. Donc, il y a une formule wok à composer soi-même et je vous conseille plutôt de réserver la veille parce que victime de son succès, parfois il y a un peu de temps d'attente en fonction du jour où on y va, mais c'est excellent. Ça donne envie de manger tout ça. Ça donne faim. Merci Myriam, merci Maria. Merci. L'émission touche à sa fin. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à la regarder, à partager ce moment avec nous. On vous retrouve très bientôt avec un nouvel invité que vous allez aimer, on en est sûr. À bientôt.